welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'histoire des maisons de haute couture. On s'attaque à un monument, un homme résolument féministe qui a marqué la mode par son génie et par son innovation. C'est parti pour l'histoire de Yves Saint Laurent. Un retour à des tendances jusque-là un peu oubliées, c'est-à-dire la simplicité, le naturel, la souplesse. Il est né en 1936 à Oran, en Algérie, où il passe son enfance. Dès son plus jeune âge, il imagine créer sa maison de couture. En fait, il découpait des mannequins dans les magazines de sa mère et il leur créait des tenues. À 17 ans, il participe au concours du secrétariat international de la laine, dont le jury était composé de grands couturiers comme Givenchy ou Dior, et il va remporter la 3e place de la catégorie robe. Du coup, il va chercher son prix avec sa mère à Paris, et par l'intermédiaire de connaissances de son père, il fait la rencontre avec le rédacteur en chef du magazine Vogue qui va l'encourager sur la voie de la mode. En 1954, à l'âge de 18 ans, il quitte l'Algérie pour se rendre à Paris et s'inscrire à la chambre syndicale de la haute couture. Il participe à nouveau au concours international de la laine et cette fois-ci il remporte le premier prix de la catégorie robe aux côtés notamment de Karl Lagerfeld qui lui remporte le premier prix de la catégorie manteau. Très vite, Yves se fait remarquer par Christian Dior qui ne tarde pas à l'embaucher. En 1957, à la mort de ce dernier, Yves devient son successeur en tant que directeur artistique et il devient donc le couturier le plus jeune du monde. Dior est alors la maison de couture la plus importante du monde puisqu'elle exporte 50% de la production de la haute couture française. Sa première collection pour Dior fait de lui le nouveau petit prince de la mode avec des modèles plus épurés, des lignes qui ne suivent plus le corps mais flottent autour de lui et sont plus légères. En 1958, il fait la rencontre de Pierre Bergé au cours d'un repas et c'est un véritable coup de foudre. Pierre Bergé quitte son compagnon avec lequel il était pour vivre son amour avec Yves. En 1960, alors que la guerre d'Algérie s'intensifie, Yves est appelé pour combattre sous les drapeaux. Il va alors sombrer dans une dépression et va finalement être réformé, ce qui fait grande polémique à l'époque et tous les journaux l'ont critiqué pour cela. Finalement, la maison de couture Dior décide de le licencier et il sera remplacé par Marc Bohan. Avec l'aide de son grand amour Pierre Bergé, il décide alors de créer sa propre maison de couture en 1962. Le nom Yves Saint Laurent va alors devenir une marque dont le succès va être fulgurant. Après sa première collection, la robe trapèze est adoptée par le tout Paris. Dans ses collections, Yves est résolument féministe et souhaite créer le vestiaire de la femme moderne. Et vous, quelle est votre femme à vous? Mais je crois que ma femme, à moi, c'est une vraie femme. C'est-à-dire ça n'est pas une Amazone, ça n'est pas une Barbarella, ça n'est pas une cosmonaute non plus. C'est une femme souvent en noir, de toute façon. Saint Laurent crée le smoking pour femmes en 1966 et cela va devenir le symbole de son avant-gardisme. Normalement, le smoking était réservé aux hommes pour les fumoirs, puisqu'en fait le nom vient du fait que les hommes portaient les vestes smoking par-dessus leurs vêtements pour empêcher l'odeur des cigares de s'imprégner dans les vêtements. Donc il reprend le smoking et va l'adapter à la morphologie des femmes. Il instaure également la saharienne qui de base est une veste militaire dont les origines datent du 19e siècle et il va créer le premier tailleur pantalon en 1957. Donc c'est une grande innovation puisqu'à la base les tailleurs féminins étaient toujours composés d'une jupe. C'est une véritable révolution puisque ça va permettre aux femmes d'aller travailler en pantalon. Pour Yves, le pantalon ne doit pas être un moyen pour les femmes de revendiquer leur statut égal à l'homme, mais au contraire d'exprimer leur féminité. Je n'aime pas le pantalon lorsqu'il est porté d'une façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme, de côté George Sand, suffragette, enfin, je n'aime pas ça du tout. Je pense qu'au contraire, en portant un pantalon, une femme peut développer son maximum de féminité, justement pour lutter contre lui. C'est un handicap qu'il faut surmonter par sa féminité. Il a également instauré le jumpsuit ou la combinaison pantalon. À la base, c'était un vêtement porté par les aviateurs, donc ça avait un aspect pratique. Et donc, à nouveau, c'est un vêtement masculin qui va féminiser pour mettre en avant la silhouette des femmes. Il est également l'un des premiers couturiers à faire défiler des mannequins de couleur. Et c'est aussi le premier grand couturier à ouvrir un magasin de prêt-à-porter en 1966. Donc avec des collections différentes gérées par des industriels extérieurs. Mais cela permet à toutes les femmes, et pas seulement aux plus riches, d'avoir accès à la mode et aux collections de Yves Saint Laurent. J'ai choisi de montrer
la mode, l'image de ma mode à travers mon prêt-à-porter plutôt qu'à travers ma haute couture. C'est une création tout à fait particulière, je veux dire. C'est pas du tout la même chose que la haute couture. C'est une chose très différente qui s'adresse à une catégorie de gens beaucoup plus variés, beaucoup plus vaste. Dans ses collections, le couturier a également rendu hommage à des peintres, notamment en 1965 avec la robe Mondrian. Donc Mondrian était un peintre néerlandais et il a repris le motif abstrait des peintures de Mondrian. Il y a également eu les robes pop art et il faut aussi savoir que Yves Saint Laurent et Andy Warhol étaient amis. Et Andy Warhol a réalisé une série de portraits du couturier. Plus tard, il y a également eu les collections hommage à Van Gogh, Braque ou Matisse. Alors il faut savoir que la tradition voulait que Yves Saint Laurent terminait chacun de ses défilés par une robe de mariée. Et en 1965, il crée la mariée de tricot. Donc c'est une image qu'on a pu voir sur internet en mème parce que c'est une robe qui a une allure assez particulière puisqu'elle est inspirée en fait des poupées russes. Donc c'est une robe entièrement faite de tricot, donc de tricot à la main et de rubans de satin ivoire. Avec les prémices de la révolution sexuelle de 1968, les corps commencent à se dévoiler un petit peu. Et Yves Saint Laurent dévoile la poitrine féminine avec des mousselines transparentes. C'est la naissance du nude look. Et la pièce la plus emblématique des collections de Yves Saint Laurent, c'est une robe en mousseline entièrement transparente avec des plumes d'autruche qui cachent du coup la nudité de la mannequin. En 1983, une exposition est dédiée à Yves Saint Laurent au MoMA à New York et c'est la première fois qu'une rétrospective est créée sur un couturier qui est encore vivant. En 1985, François Mitterrand remet la Légion d'honneur à Yves Saint Laurent et la même année, il remporte l'Oscar du plus grand couturier. Enfin, en 1989, la maison Yves Saint Laurent est la première maison de couture à devenir cotée en bourse. En 1998, il met 300 mannequins sur la pelouse du Stade de France à l'occasion de la Coupe du Monde de football pour un défilé rétrospectif. C'est un événement majeur qui est visionné par plus de 2 milliards de téléspectateurs par l'intermédiaire de la télévision. Donc nous allons maintenant brièvement parler de la vie personnelle de Saint Laurent. Il y a énormément à dire à ce sujet. Donc Saint Laurent s'est toujours entouré de femmes muses qui ont été ses fidèles amies tout au long de sa vie. Il y a eu par exemple Catherine Deneuve qu'il a rencontrée quand elle avait 22 ans. Elle lui avait demandé de lui créer une robe pour sa rencontre avec la reine d'Angleterre et ils se sont liés d'amitié. Il y avait également Betty Catroux qu'il considérait comme son alter ego au féminin, comme sa sœur jumelle. Et pour lui, elle représentait son idéal de la femme androgyne. C'est avec elle qu'il sortait beaucoup la nuit pour faire la fête et pour oublier ses angoisses. Et enfin, il y avait Loulou de la Falaise, qui était un mannequin qui l'avait séduite pour son caractère très pétillant. Et elle intègre le studio en 1972 et va être en charge des accessoires chez Yves Saint Laurent. Yves avait beaucoup d'affection pour le Maroc et il s'y rendait plusieurs fois par an pour dessiner ses collections. Yves Saint Laurent connaît une vie personnelle globalement tumultueuse. C'est quelqu'un de très anxieux et en fait pour lui la création des défilés c'est une souffrance. Il traverse des périodes de dépression et sombre dans la drogue. Sa vie sentimentale est également très tumultueuse malgré son amour pour Pierre Berger puisqu'il va avoir un coup de foudre pour Jacques Debacher qui lui était en couple avec Karl Lagerfeld. Donc c'est un coup de foudre mais c'est une relation assez toxique puisque Yves et Jacques vont avoir un train de vie pas très sain puisqu'ils vont faire la fête, consommer des drogues, participer à des orgies. Toute la nuit, il veut pas rentrer. Et puis quand il est arrivé, il était dans un état absolument épouvantable. Finalement, face aux menaces de Pierre Berger, Jacques Debacher décide de rompre avec Yves Saint Laurent et finalement l'amour entre Yves et Pierre va finir par repartir même si Pierre Berger décide de quitter leur domicile commun parce qu'il ne supportait plus en fait de le voir consommer des drogues et de ne pas arriver à le sortir de là. Donc ils vont quand même rester amants jusqu'à la fin de leur vie et puis ils vont finir par se paxer
mais ils n'habiteront plus ensemble. Le 7 janvier 2002, il annonce au cours d'une conférence de presse qu'il met fin à sa carrière. Cela signe également fin de la haute couture pour la maison Saint-Laurent, puisqu'elle va se concentrer dorénavant exclusivement au prêt-à-porter. Avec Pierre Bergé, il s'investissent à fond dans la fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent. Cette fondation sera par la suite amenée à devenir le musée de Yves Saint-Laurent. Et en fait, la fondation organise des expositions dédiées aux couturiers partout dans le monde. Le 1er juin 2018, Yves Saint-Laurent décède à l'âge de 72 ans dans son domicile parisien à la suite d'un cancer du cerveau. Ses cendres sont déposées dans sa villa à Marrakech. C'est donc la fin de l'ère Yves Saint-Laurent. Mais comme cette série de vidéos est dédiée à l'histoire des marques et non pas à l'histoire de leurs créateurs, je vais brièvement parler des successeurs de Yves Saint-Laurent. Donc il va falloir être attentif parce que c'est une partie un petit peu technique. Alors en 1993, la maison est rachetée par le groupe El Sanofi, puis en 1998 par PPR. Donc Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, à cette époque, restent responsables de la partie haute couture et ne s'occupent plus du tout de la partie prêt-à-porter. C'est alors le créateur texan Tom Ford qui est nommé directeur artistique pour la partie prêt-à-porter. Il essaye de relancer les ventes à l'aide de la méthode provocatrice du porno chic. Mais les collections sont un échec et les critiques se font entendre et par les médias et à l'intérieur de la maison de couture. Notamment, Yves Saint-Laurent n'a jamais reconnu le travail de Tom Ford et il l'a fait savoir publiquement. En 2004, il est remplacé par Stefano Pilati, qui est un Italien. Il rediscipline progressivement le style de la maison et l'éloigne du porno chic inauguré par Tom Ford, et il adopte un style plus minimaliste. En 2012, Hedi Slimane prend sa place en tant que directeur artistique. Il fait renommer la maison Saint-Laurent Paris en hommage en fait au nom de la première marque qu'avait créé Saint-Laurent et qui était Saint-Laurent Rive Gauche. Il a imposé une nouvelle esthétique plus rock en habillant des mannequins ultra minces, ultra maigres, en grunge, en fétichiste ou encore en groupie. Cela a permis un rajeunissement de la clientèle et un triplement des ventes en l'espace de 4 ans. Depuis 2016, le directeur artistique est Anthony Vaccarello. Son arrivée semble avoir été saluée tant par la clientèle historique que par les nouveaux clients internationaux. Et il semble bien comprendre les nouveaux enjeux de la maison, qui est donc de moderniser et également de faire descendre la mode dans la rue. À travers ses collections, il semble également respecter l'ADN de la maison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a demandé beaucoup de recherches en fait parce que notamment la fin de l'histoire de la maison est assez complexe par ses multiples rachats et changements de directeur artistique. Je trouve que l'histoire de Yves est également passionnante comme celle de Gabriel Chanel, puisque c'était un innovateur qui a contribué à changer le confort et également l'image des femmes. Chanel a revendiqué la liberté qu'elle avait donnée aux femmes et Saint-Laurent leur a donné le pouvoir. J'espère que Anthony Vaccarello restera assez longtemps dans la maison pour assurer la continuité et faire croître la maison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous!